All right. All right. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné de Audrey Bélanger-Leclerc. Audrey, bienvenue. Merci beaucoup d'être Merci. là. Merci à toi de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Audrey, tu as été demandée par quelques clients, en fait, par de mes clients comme étant sur le podcast parce que tu as une spécialité en nutrition sportive. Mhm, Tu es nutritionniste spécialisée en nutrition du sport. Puis aussi, tu travailles beaucoup avec des coureurs, parce que la mhm. plupart de mes clients sont des coureurs, en fait. Fait que c'est vraiment, vraiment nice que tu prennes le temps d'être là. Je suis vraiment, vraiment content pour vrai parce qu'on va tomber dans les erreurs les plus communes en course à pied, toutes ces affaires-là. On sait que Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'affaires qui sont peut-être un peu plus botchées dans cette catégorie-là, dans cette affaire-là. Fait que ça va être vraiment intéressant, ça va être vraiment pertinent. J'ai vraiment hâte de tomber avec ça là-dedans. Mais d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, serais-tu à l'aise de te présenter un petit peu, puis en quelques lignes? Certainement, je vais faire ça. Tu l'as nommé d'entrée de jeu, je suis nutritionniste et j'ai une spécialité en nutrition du sport. Mon intérêt pour la nutrition remonte à il y a vraiment longtemps, honnêtement. L'autre fois, je fouillais, je faisais du ménage dans mon bureau, je suis tombée sur mon album de finissant de secondaire. Puis dans mon album, c'est écrit plus tard, je vais être nutritionniste. Fait que c'est quand même fou. Je Ah me ouais. souviens pas, honnêtement, quand est-ce que c'est arrivé dans ma tête, ça, mais déjà là, en secondaire 5, je me dirigeais vers la nutrition. Et déjà, à ce moment-là, je me souviens très bien que j'avais un intérêt pour la nutrition sportive parce que je pratique du sport depuis toujours. J'ai terminé mon bac à l'Université de Montréal en me disant, il me manque quelque chose. On a un cours sur la nutrition sportive qui est vraiment pas long dans le bac, puis il me manquait des connaissances. Je voulais travailler avec les sportifs, puis je trouvais que j'avais pas assez de bagages. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée dans une aventure avec le Comité international olympique. J'ai fait une certification de 2 ans, dans le fond, en Ouais, ça c'est nutrition cool. sportive. Puis, conjointement à ça, j'ai travaillé dans le réseau de la santé, je travaillais aussi à mon compte. Depuis que je pratique en nutrition, je travaille à mon compte avec tout type de sportifs, mais principalement des sportifs d'endurance. Tranquillement, pas vite, je me suis encore plus dirigée vers les coureurs et principalement les coureurs en sentier. C'est rendu très spécifique à ce moment-là, là, mais bref, je travaille beaucoup avec les sportifs d'endurance, dont les coureurs présentement. Puis, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir développer cette pratique-là privée? C'est un peu mon parcours à moi de coureuse, parce que quand j'ai commencé à faire de la course, je n'étais pas nutritionniste à ce moment-là, mais ça m'intéressait, comme je l'ai dit depuis tantôt. Puis j'essayais un peu de récolter de l'information par-ci, par-là. J'écoutais des conférences, des webinaires, je lisais des livres, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec tout plein de belles données, des belles informations, mais je ne savais pas en fait comment mettre ça en pratique. C'était comme plein de morceaux de casse-tête que je n'étais pas capable d'assembler. Hmm. Puis ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la majorité des gens que j'accompagne se sentent comme ça. Fait que mon objectif avec ma pratique, avec mes réseaux sociaux, mon podcast, c'est aussi de faire de l'éducation, de l'enseignement pour aider les gens à assembler ces morceaux-là du casse-tête, de la nutrition qui est pas obligé d'être compliqué, ça peut être simple. Il y a deux affaires que tu as dit là-dedans que j'ai vraiment, vraiment trouvé cool avant qu'on starte. La première, c'est la la spécialité sur le fait que tu travailles Ouais. beaucoup avec des coureurs, puis ensuite tu es allé voir la course en trail. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que même d'un point de vue entraînement, il y a beaucoup Mm-hmm. d'affaires qui vont différer entre l'entraînement d'un coureur de trail et l'entraînement d'un coureur de fond, je te dirais. Tu sais. Puis ça, c'est vraiment, vraiment intéressant Mm-hmm. que tu parles d'une spécialité parce qu'il y a beaucoup de monde, tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a beaucoup de monde qui, j'ai l'impression, qui font cette erreur-là, justement, essentiellement. Les stratégies nutritionnelles qui sont appliquées à la course en route deviennent juste copier-coller en course en trail Mm-hmm. en sachant que minimalement, le niveau d'effort n'est pas le même. Fait que Ouais. cette séparation-là, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça super intéressant aussi, je te dirais. La deuxième affaire que tu as amenée, qui est, je pense, quelque chose que c'est important de souligner directement, parce que ça a beaucoup d'apprentissage. Dans le monde de l'entraînement, essentiellement, ou dans le monde de la performance, ou dans le monde de la course, appelons ça comme tu veux, c'est pas tout le temps ce que tu sais qui est important, c'est ce que tu fais. Puis Mm-hmm. des fois, tu as beau avoir à peu près toutes les connaissances du monde, si tu n'es pas capable de les aligner dans une pratique Mm-hmm. concrète, dans un angle concret, c'est bien beau tes études scientifiques, man, mais on ne fera jamais rien avec ça, tu sais. Fait que cette espèce de dilemme-là que tu as vécu avec l'application puis le transfert des connaissances, je trouve ça vraiment Mm-hmm. intéressant parce que provenant du monde de la recherche, ça a été mon gros challenge pendant vraiment, vraiment longtemps, tu sais. T'es comme, ouais, c'est un beau protocole Ah d'entraînement, ouais. mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais. Oui. Fait que ça, c'est hot pour vrai, je te dirais. Ouais, puis tu sais, j'ai envie de faire le pont sur ce que tu dis parce que c'est quelque chose que je vois souvent aussi chez mes clients. Les gens qui vont essayer de développer une stratégie jour J pour un événement de course en sentier, mais qui veulent suivre à la lettre. Fait que le plan de nutrition, là, il est sur papier, il est clair, étape par étape. Mais là, finalement, on le sait, en course en sentier, des imprévus, il peut en avoir, en fait, il va sûrement en avoir. Et Ouais. là, les gens, ils ont pas les bonnes connaissances pour gérer
à ce moment-là. Puis souvent, ce qui va se passer, c'est « Ah, mon Dieu, finalement, je suis pas mon plan de nutrition, je suis pas capable, je sais pas comment faire pour l'adapter, tu sais, sur le coup. » Mais ça devient un problème. Fait que souvent, ce que je dis à mes clients, c'est que je veux vous transmettre les bonnes connaissances pour que vous soyez en mesure de vous adapter sur le terrain parce qu'il va en avoir des imprévus. Fait que, tu sais, le but, c'est pas d'avoir un plan de nutrition étape par étape super clair, mais c'est d'avoir quelque chose qui est flexible, de bien connaître les aliments, les suppléments qu'on a de disponibles sur nous pour s'adapter en cours de route parce que l'adaptation, ça va être nécessaire, là. Puis c'est hot parce que ça peut vraiment make or break une connaissance, make or break une performance, ce qui est probablement aussi un gros gap avec la course sur route. Les chances, tu sais, c'est là qu'on voit l'expérience un peu plus de ta part, je pense. Là. Mais tu sais, les chances, en trail généralement, puis plus que la distance est longue, peut-être plus que ça devient vrai. Mais c'est pas un si ça va mal aller, c'est quand ça va mal aller. Généralement, en trail, genre, c'est plus ça. Fait que ça, c'est probablement une espèce de gap aussi avec la course sur route parce que, en général, c'est plus contrôlé. Tu as le parcours, tu as toutes les affaires, tu sais pas mal exactement comment ça va se passer. Tu check vent météo, puis t'es pas mal chill. Mais... Le terrain aussi, tu sais, généralement, t'as pas de surprise de terrain. Ouais, exact. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment nice. Super. Ben, pour tomber directement dans le sujet, tu dirais que c'est quoi les plus grandes erreurs ou la plus grande erreur que tu vois par rapport à la nutrition pour. Tu veux-tu aller plus coureur? Cette lumière-là arrête pas de fermer. Il va falloir que je trouve une solution pour ça. Mais tu me dis qu'on aille un peu plus vers les courses. C'est quoi la plus grande erreur que tu dirais pour les coureurs en général? Puis après ça, ben, en fait, oui, parlons de coureurs en général, parce que l'erreur, je la vois, puis même chez les sportifs d'endurance en général, j'ai envie de dire, là. Tu sais, j'accompagne aussi des triathlètes, puis ça s'applique aussi, là. Mais la plus grande erreur que je vois, c'est les gens qui ne font aucune adaptation au niveau de leur alimentation en fonction de leur volume d'entraînement. Fait que les gens qui vont manger exactement de la même façon l'hiver en basse saison versus l'été quand on est à un volume d'entraînement super élevé. Ça, c'est une erreur que je vois souvent, puis on peut avoir même des symptômes de ça, là, genre fatigue au quotidien, fatigue après les entraînements. Fait que les gens qui me disent « Ah, tu sais, je finis mon entraînement, mais après, je suis pas fonctionnelle le reste de la journée, je suis super fatiguée. » Ça aussi, c'est un signe que peut-être au niveau nutrition, il y a des adaptations à faire. Une mauvaise récupération, sensation de jambes lourdes, avoir l'impression de ne pas être capable de courir à la même vitesse que d'habitude en entraînement. Ça aussi, c'est un signe. Mais généralement, ça va être des signes, des symptômes qu'on va voir apparaître plus le volume d'entraînement augmente. Puis la nutrition peut être une cause de ça. Si on ne fait pas d'adaptation, qu'on mange exactement la même chose de la même façon, hiver, été, qu'on n'adapte pas en fonction de notre volume, ça peut être un enjeu important, là. As-tu des lignes générales ou des guidelines que tu suggères au monde, mettons, en off-season? Parce que le point que tu amènes, si je comprends bien, le point que tu amènes, c'est vraiment que l'enjeu de récupération. L'entraînement, en général, c'est pas nécessairement la quantité de stress que tu mets, c'est la quantité de stress que tu es capable de récupérer dans le temps. Puis, dans le fond, je pense que c'est ça le point que tu amènes, que justement, le monde, ils récupéreront pas bien de leurs entraînements, justement, quand ils montent. C'est-tu plus l'inverse? C'est-tu plus genre le monde qui prennent le même meal plan à l'année longue ou qui ne montent pas nécessairement leurs apports dans la saison, ou c'est l'inverse, mettons? Ça peut être tout ça. OK. Puis, un autre enjeu qui est en lien avec ça, souvent, c'est les signaux de faim. Parce que quand le volume d'entraînement augmente, le sport a un effet anorexigène, ça veut dire un effet coupe-faim. Puis des fois, quand on fait des entraînements intenses ou qu'on a un gros volume d'entraînement, nos signaux de faim sont affectés. Fait que là, les gens vont me dire « Ouais, mais Audrey, j'ai pas faim pour manger, par exemple, des collations dans la journée. » Mais ça veut pas dire que si on a, quand on a un gros volume d'entraînement, ça veut pas dire que les collations, par exemple, sont pas nécessaires. Fait que, tu sais, mettons des lignes directrices par rapport à ça. Là, souvent, ce que je vais dire, quand on a un volume d'entraînement, mettons, à moins de 7-8 heures par semaine, tu sais, généralement, ce que je dis, c'est la base, c'est vraiment d'avoir les 3 repas avec 3 groupes alimentaires. Là. Fait que c'est la fameuse assiette équilibrée qu'on connaît bien, là. Quart de l'assiette aliments protéinés, quart de l'assiette produits céréaliers à grains entiers de préférence et la moitié assiette restante de fruits et légumes. À ce moment-là, quand on est en plus bas volume, nos signaux de faim sont super importants, vont très bien guider le reste de notre journée. Fait que c'est de voir en fonction de nos signaux si on a besoin d'intégrer des collations entre les repas ou bien si on a vraiment des longs moments entre nos repas, donc plus de 3-4 heures, ben là, oui, ça peut être pertinent de dire d'emblée, je vais intégrer une collation parce que je sais qu'il y a beaucoup de temps entre mes 2 repas. Fait que ça, c'est vraiment en basse saison. Maintenant, ou en plus petit volume d'entraînement, mettons. Quand on a un volume plus élevé, fait que souvent, je vais dire en haut de justement 7-8 heures par semaine d'intensité modérée à élevée, bien là, c'est important de changer la répartition des groupes dans notre assiette.
parce que non seulement nos besoins énergétiques vont être plus élevés, mais nos besoins en glucides vont être plus élevés. On le sait, les glucides, c'est un nutriment qui nous permet en fait d'avoir de l'énergie au quotidien et de l'énergie à l'effort. C'est une source d'énergie super importante à l'effort, ce qui fait que plus notre durée, intensité d'entraînement augmente, plus nos besoins en glucides, conjointement, tout ça vont augmenter. Fait que ce que je dis quand notre volume d'entraînement augmente, c'est qu'on peut changer la répartition des groupes dans l'assiette, comme je disais tantôt, puis aller peut-être plus vers une assiette qui ressemble à tiers, voire demi-assiette de produits céréaliers, tiers fruits et légumes et tiers aliments protéinés. Fait que ça serait une répartition d'assiettes qui pourrait faire plus de sens quand notre volume augmente. Puis comme je dis, on peut même laisser plus de place aux produits céréaliers là, selon le type d'entraînement et tout. Là, c'est vraiment des stratégies individualisées à ce moment-là. Puis, les collations, à un moment donné, deviennent importantes. Fait que comme je le disais tantôt, il y a la faim physiologique, là, fait que dire ça gargouille dans mon ventre, je sais que j'ai faim, j'ai besoin de nutriments présentement, mais des fois, quand le volume d'entraînement est élevé, on le sent pas. On les sent pas, ces signes-là de faim physiologique. Donc, il faut utiliser notre faim logique. Puis la faim logique, c'est de manger selon nos connaissances, nos expériences, puis ça peut être pertinent de dire, ben, je sais que j'ai un gros volume d'entraînement présentement, je suis en grosse période de récupération. Même si j'ai pas faim au niveau physiologique, je vais intégrer une collation, par exemple, pour aller récupérer de mon entraînement. Fait que ça, c'est vraiment comme les lignes directrices en lien avec l'adaptation de l'alimentation en fonction du volume. Okay. Puis tu dirais, c'est quoi le problème principal que tu vois que le monde ne suive pas ou ont de la misère à rencontrer concernant ces lignes directrices-là, mettons? C'est où que ça devient souvent un problème dans l'application qu'on fait? Oui. La peur des glucides. Ouais, ben je me doutais que ça allait sortir, ouais. La peur des glucides, oui, ce nutriment-là a été vraiment diabolisé dans la société. Puis en fait, c'est souvent, on va mettre tous les glucides dans le même bateau. Fait que tantôt, je disais, on va aller chercher généralement des produits céréaliers à grains entiers dans l'assiette, mais c'est là qu'on va aller chercher nos glucides généralement, les fruits aussi. Il y a différents types de glucides dans notre alimentation. Fait que, il va y avoir les glucides qu'on dit complexes, qui sont des plus grosses molécules, plus longues à digérer, donc on entre là-dedans justement les produits céréaliers. Puis il va y avoir des glucides simples, qui sont des plus petites molécules, moins longues à digérer. Les fruits, on les rentre là-dedans et tout ce qui est vraiment sucre là, donc cassonade, sirop d'érable, miel. C'est sûr que quand on dit que nos besoins en glucides augmentent, plus notre volume d'entraînement augmente, le but, c'est pas juste de manger des sources de sucre, là, donc de mettre du sirop d'érable partout, la cassonade, mais c'est d'intégrer une variété de types de glucides dans nos journées, et c'est ça qui va être bénéfique au final. Là. Fait que, tu sais, les glucides, premièrement, qu'on fasse du sport ou pas, on a besoin de consommer des glucides pour le fonctionnement normal du corps. Notre cerveau carbure exclusivement aux glucides. Puis là, je mets de l'accent sur le mot « exclusivement » parce que c'est vraiment ça. Si jamais on n'en consomme pas suffisamment, le corps va travailler pour en produire, pour nourrir le cerveau. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui ne fait pas de sport. Et là, quand on ajoute en plus l'activité physique, je le disais tantôt, les glucides, c'est notre carburant à l'effort. Fait que nos besoins en glucides augmentent à ce moment-là. Donc, on n'a pas à avoir peur de ce nutriment-là. C'est un nutriment comme les autres, super important. Puis on veut avoir une variété de nutriments dans notre alimentation. C'est super important. Puis j'ai l'impression que ça vient beaucoup d'un désir de rendre les choses noir ou blanc, puis de chercher un ennemi clair. Genre, s'il y a un problème quelque part, c'est la faute des carbs. Puis là, t'es comme, bon, ben c'est good, on a une ligne directrice, on sait vers quoi se rallier. Seul problème, c'est que si tu as l'intention de performer un peu, puis que tes apports en glucides sont bas, bonne chance, mon chum. Il y a des gens qui me disent, je performe quand même. Il y a des gens qui vont me dire, ça va bien quand même. Puis souvent, ce que je dis, c'est imagine si tu comblais vraiment tes besoins en glucides, comment tu serais performant. Fait que, tu l'as bien dit, là, en fait, il n'y a pas un nutriment ou un aliment à lui seul qui a le pouvoir de briser notre alimentation, de faire qu'on ne va pas avoir une alimentation qui est considérée santé, entre guillemets, qui va nous faire engraisser aussi. C'est vraiment plus complexe que ça, puis il n'y a pas un aliment ou un nutriment qui a ce pouvoir-là. C'est vrai, puis t'avais-tu fini là-dessus, excuse, parce que genre, oui. sur une autre affaire. Juste une affaire, tu as dit que je trouve qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est aussi la métaphore cassonade sirop d'érable. J'ai l'impression qu'en course à pied, c'est plus en trail qu'en course à pied. Quand tu parles de nutrition sportive en général, tu as amené ça beaucoup avec la séparation des glucides simples versus complexes. Mais tu sais, quand on parle de nutrition en course à pied, le monde s'imagine beaucoup, OK, je vais me claquer des gels.
genre, ou des affaires de même. Puis l'aspect autre alimentation n'est pas nécessairement considéré. Fait que j'ai quand même bien aimé le fait que tu amènes ça parce qu'on parle de grammes de carbs à l'heure, on parle des affaires de même, mais on ne parle pas souvent de voir le portrait général. Puis cette idée-là est quand même vraiment, vraiment intéressante aussi, je te dirais. Là. Puis dans le fond, tu fonctionnes avec les assiettes, puis après ça, tu mets les entraînements séparés ou tu fonctionnes plus en total normalement pour les. Mettons, pour les glucides, on s'entend pour dire que c'est important, right? Puis comment tu arrives avec un coureur, mettons, qui dit, all right, mais là, je monte, je fais, on a dit que tu participais tantôt, tu collaborais avec les courses Gaspésia. Fait que c'est, mettons, quelqu'un qui se prépare pour le TP50. C'est quand même une grosse course ou quoi que ce soit la raison. Puis comment tu arrives, mettons, à partir de combien de temps d'entraînement est-ce qu'on passe au-delà de l'assiette du tiers, mettons? À partir de quand on commence à reguérir ça un peu? J'ai entendu 6-7 heures tantôt. C'était tout ça ton quota? C'est sûr qu'encore là, c'est du cas par cas. Là, là, j'ai vraiment donné les grandes lignes, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs, là, entre autres. L'intensité des entraînements, c'est pas juste le volume, donc le nombre d'heures total, mais il faut aussi aller voir l'intensité. Mais généralement, ce que je dis quand on est au-dessus de 7-8 heures par semaine d'intensité modérée à élevée, là, il faut commencer à penser à changer la répartition des groupes dans notre assiette. Et tu sais, souvent, les gens vont avoir de la misère à évaluer l'intensité de leur entraînement. Puis on peut avoir un entraînement de musculation qui va être avec une intensité quand même modérée. Ça veut pas dire... Il faut vraiment apprendre à se connaître et apprendre à jouer avec ces variations d'intensité-là. Puis le but, d'être accompagné en entraînement, mais ça peut être ça, d'aller comprendre tout ça. Puis le but de l'accompagnement en nutrition aussi, c'est de comprendre ça pour être en mesure d'avoir des stratégies qui sont personnalisées, là. Comment tu encadres ça, cet aspect-là? Comment tu gères? Parce que je vais te donner un exemple en musculation un peu plus, puis ça, c'est assez connu dans la littérature scientifique. Si je prends 100 personnes dans un gym, fait que du monde qui s'entraîne, je leur dis, all right, groupe, aujourd'hui, on prend une charge pour 12 ARM de bench press, on fait 12 reps, vous devez prendre la charge le plus appropriée possible pour 12 reps. Tu as 80% du monde qui vont prendre une charge qu'on considère comme insuffisante pour générer des résultats. Fait que la plupart du monde ont vraiment un gap avec leur perception de l'intensité versus ce qui est. Puis là, je comprends ton point, c'est super important aussi que le monde gauge avec l'intensité un peu. Mais comment tu t'assures que le monde a une bonne compréhension de l'intensité pour ajuster leur entraînement avec ça, mettons? Ou leur alimentation, excuse, avec ça? Oui, mais à l'évaluation, je vais vraiment poser des questions pour détailler les entraînements. Fait que le but, là, c'est vraiment, je questionne la personne pour qu'elle me décrive son entraînement, comment elle se sent. Puis tu sais, quand il y a une montre qui est portée, mais les variations de fréquence cardiaque, ça peut être un indicatif aussi. Fait que, tu sais, je vais vraiment questionner, puis on passe quand même du temps là, dans l'évaluation en lien avec les entraînements pour que je puisse bien comprendre, en fait, ça ressemble à quoi présentement, puis c'est quoi la suite aussi, c'est quoi l'évolution du plan d'entraînement dans les prochaines semaines pour qu'on puisse s'adapter. OK. Parfait, ça. Fait que la première erreur, tu dirais que c'était la peur des carbs, c'est pas mal? Y a-tu une deuxième erreur que tu penses qu'il y a plus d'applications, qu'il y a plus d'erreurs, ça? Au niveau, mettons qu'on reste dans l'alimentation du quotidien, là, j'ai peut-être envie de nommer la répartition en protéines dans la journée. Okay. Parce que ce que je vois souvent dans ma pratique, c'est des gens qui vont consommer suffisamment de protéines dans la journée, quand on regarde le total, mais les protéines vont se situer dans la même plage de 1 heure, 2 heures dans la journée. Okay? Fait que le portrait typique là, qu'on va voir, c'est des gens qui consomment un déjeuner qui contient peu ou pas de protéines, des collations peu ou pas de protéines, un dîner avec un petit peu plus de protéines, puis un souper super protéiné. C'est quoi le problème avec ça? Les protéines, en fait, vont avoir un rôle à jouer au niveau de la satiété. C'est un nutriment qui est assez long à digérer. Là, on parle d'un 3-4 heures de digestion. Fait que c'est sûr que si tu ne consommes pas des protéines fréquemment dans ta journée, que la répartition en protéines n'est pas optimale, tu risques d'avoir tout le temps faim. Fait que ça, c'est quelque chose que je vois dans ma pratique. Les gens qui me disent, Audrey, je finis de manger, là, puis 1 heure après, j'ai faim, 1h30, 2 heures après, j'ai faim. Ça veut pas dire que si ça vous arrive que c'est spécifiquement ça le problème, ça peut être autre chose, mais ça peut être un signe que les protéines sont mal réparties. Puis, on a bien vu aussi au niveau de la littérature scientifique que le repas du matin pour la récupération est super important.
Ah oui, Alors ça, que je c'est... connaissais pas ce détail-là. Ouais, on a quand même des nouvelles données récemment. Là, j'ai fait un webinaire justement de mise à jour au niveau des protéines récemment. Puis c'est vraiment clair que le repas du matin, là, le repas qu'on brise le jeûne, là, c'est pour ça qu'on l'appelle le déjeuner, il est hyper important. Puis si on n'a pas suffisamment de protéines dans ce repas-là, ça a un impact sur notre récupération. Fait que tu sais, souvent ce que je vois dans ma pratique, c'est des gens qui vont consommer peu de protéines à ce moment-là de la journée, alors qu'on voit que ça serait vraiment pertinent d'optimiser ça. Fait que ça, c'est une autre erreur que je vois là, assez souvent. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Je ne connaissais pas cette information-là, je vais t'avouer. Dans le monde de l'entraînement, c'est très normal et validé, là, genre de prendre des protéines un peu plus conventionnelles. Mais dans le monde de la course à pied, j'ai l'impression que ça va plus dans ce sens-là, un peu de moins déjeuner. Fait que c'est quand même vraiment, vraiment intéressant, cette idée-là. Puis ça amène peut-être une sous-question aussi via ça, qui, je pense, la plupart du monde ont de la misère à monter leurs protéines un peu, mais tu travailles plus avec moi là-dessus. As-tu des trucs ou des idées que le monde pourrait augmenter leurs apports en protéines de manière la plus simple possible? Ce serait quoi le best pour des coureurs? Mais parlons premièrement des sources de protéines, là, parce que, tu sais, là, je parle du nutriment en soi, mais il faut savoir que ce nutriment-là se retrouve dans les aliments. Puis j'aime toujours parler de nutrition en termes d'aliments, là, parce que c'est ça qu'on va choisir dans notre frigo, dans le garde-manger, à l'épicerie. Fait que c'est plus simple de donner des exemples en termes d'aliments. Les protéines, on peut les diviser en deux grandes familles. Fait qu'il y a les protéines qu'on dit animales et les protéines végétales. Pour ce qui est des protéines animales, la viande, tout simplement, là, tout ce qui est viande, volaille, poisson, fruits de mer, les œufs, on va les rentrer là-dedans, et la famille des produits laitiers, là, fait que tout ce qui est lait, fromage, yogourt. Ensuite de ça, pour ce qui est des protéines végétales, il y a les noix, les graines, tout ce qui est à base de soya, là, le tofu, le tempeh, la PVT, protéines végétales texturées. C'est pas mal ça, je pense. Edamame. En tout cas, il y en a d'autres, mais ça fait pas mal le tour des principales sources. Maintenant, tu sais, souvent, comme je disais tantôt, dîner, souper, on n'a pas de misère. C'est comme plus simple, les sources de protéines à intégrer à ce moment-là. Déjeuner, c'est un peu plus... Tu sais, on tourne un peu en rond là, au niveau des sources de protéines. Fait que tu sais, je peux peut-être donner des exemples de déjeuner type qu'on voit. Mettons, un déjeuner toast au beurre d'épinot. OK? Ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Le beurre d'arachide, oui, ça va contenir un petit peu de protéines. Par contre, pour avoir un déjeuner qui est suffisamment protéiné, il faut quand même avoir une quantité de beurre d'arachide importante. C'est rare que les gens vont mettre suffisamment de beurre d'arachide. Fait que souvent, ce que je dis, c'est un bon déjeuner là, de manger des toasts avec du beurre d'arachide, mais de compléter avec autre chose à côté. Fait que là, il y a les œufs qui peuvent être une option à ce moment-là. Sinon, les produits laitiers. Ça peut être une option. Puis là, je dis produits laitiers, mais les gens qui ne consomment pas de produits laitiers pourraient se diriger vers la boisson de soya, qui est une boisson végétale qui contient une quantité intéressante de protéines versus les autres boissons végétales. Fait que, tu sais, c'est vraiment de penser à intégrer quelque chose avec nos toasts le matin. Ça peut être un verre de boisson de soya, ça peut être un verre de lait. Maintenant, il existe le lait naturel à 18 grammes de protéines, là, qui est quand même un produit intéressant justement pour aller chercher plus de protéines à certains moments de la journée ou en post-entraînement. Mais tu sais, déjeuner type toast, je dirais ça. Je sais pas si tu as d'autres idées qui te viennent en tête, là, mais... J'ai jamais goûté au lait naturel normal, mais j'ai goûté au lait au chocolat naturel. Puis je recommande. Ouais. Cette merde est absolument délicieuse. Ça serait la seule parenthèse que j'aurais à faire là-dessus. Mais tu sais, tu as parlé, tu m'en as glissé un tantôt avant qu'on se parle tantôt. Tu as dit que du yogourt grec que toi, tu avais mangé ce matin dans les tests de sport, du moins, que tu as dit que tu avais mangé. Et ça, je pense, est une alternative qui est quand même intéressante. Fun fact, je ne sais pas, parce qu'ils ont commencé à sortir des espèces de yogourts plus protéinés que du yogourt normal, mais qui n'est pas du grec. Fait que là, je ne sais pas s'il y a comme un nouveau produit ou quelconque qui est arrivé là-dedans, qui rentre peut-être dans cette catégorie-là. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas si tu connais la réponse. C'est une bonne question. Puis, c'est un peu comme le lait naturel que je parlais tantôt. Là. Les gens vont penser que c'est un lait qui est enrichi en protéines, mais en fait, c'est un procédé d'ultrafiltration du lait qui fait qu'il y a comme plus de protéines qui passent. C'est pour ça qu'il est comme hyper protéiné, ce lait-là. Pour ce qui est des yogourts, tu sais, mettons un yogourt régulier versus un yogourt grec classique, là, la différence entre les deux, c'est que le yogourt grec, il est plus essoré quand il est produit, là, fait qu'il va avoir moins de liquide à l'intérieur. Donc, les protéines sont plus concentrées. C'est pour ça aussi qu'il est plus épais, qu'il est plus solide. C'est bon. Mais les nouveaux yogourts que tu parles, je ne connais pas les produits. Fait que, tu sais, je suis pas prête à mettre ma main au feu. Est-ce que c'est un produit qui est encore plus essoré, donc les protéines sont encore plus concentrées, ou c'est un produit qui va être enrichi
avec des poudres de protéines, par exemple, ou quelque chose d'autre, là, il faudrait regarder la liste d'ingrédients pour comprendre c'est quoi vraiment ce produit-là. Là, je me sens mal d'avoir dit ça parce que c'est un truc qui est sorti au métro de Shawinigan. Puis il y a bien des affaires qui se passent à Shawinigan. Fait que Ah ouais? c'est peut-être un phénomène c'est peut-être un phénomène spécifique à la région qu'il n'y aura plus d'affaires. C'est un des nombreuses affaires que ça se passe à Shawinigan. Ne posez pas de questions. Là. Ça pourrait clairement être ça. C'est peut-être pas rendu dans mon village en Abitibi aussi, là, parce que moi, je t'es en viens d'un Abitibi? mini-village, oui. Ah ouais, comme en ce moment, tu es en Abitibi? Oui. Ah, Oui. ok, ça c'est cool, ça, pour courir entre elles, par exemple, ça doit être gâté un peu là-dessus, J'ai sur pas des de belles affaires. montagne. Ça, c'est l'enjeu. T'as C'est pas de vraiment montagne? difficile, ouais. C'est vraiment difficile de s'entraîner en dénivelé, là, mais sinon, le terrain, oui, est tout à fait de toute beauté. Ok. Crève, ça doit être. Ouais, c'est cool ça, mais je ne savais pas, j'aurais pensé qu'il y avait des montagnes en Abitibi, mais c'est clairement un préjugé. Des butons. All right. Fait Ah, que puis déjeuner, c'est vrai, là, on a comme juste parlé des toasts, là, mettons, pour faire un autre déjeuner type, mettons un déjeuner gruau. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent, là, genre, je me fais un gruau, je mets de l'eau dedans, puis je mange ça avec, dans un monde idéal, un fruit, mais tu sais, c'est que c'est pas assez protéiné encore. Si on prend un gruau chaud, il y a 2 ingrédients qu'on peut mettre à l'intérieur pour ajouter des protéines. La PVT, donc la protéine végétale texturée, qui est, ça ressemble un petit peu à des mini cornflakes, mais c'est vraiment protéiné. C'est un produit qui est à base de soya, qui est pas transformé. Là, si on regarde la liste d'ingrédients, c'est vraiment juste soya, ben ça veut dire qu'il n'est pas transformé. Il faut faire attention parce que il y a certaines PVT qui vont avoir des colorants d'ajouter dedans. Tu sais, là, on va considérer que c'est un peu plus transformé, là, mais généralement, c'est vraiment simple comme liste d'ingrédients. Fait que ça, on peut ajouter ça dans notre gruau chaud froid aussi. On mélange tout simplement. Puis sinon, si on fait un gruau chaud, on peut ajouter des blancs d'œufs pasteurisés qu'on mélange dans notre gruau avant de le faire cuire. Fait que là, on ajoute des protéines aussi à ce moment-là. OK. Et j'ai jamais fait ça. Moi, genre, c'est peut-être juste mon propre background, mes propres antécédents, mais souvent, moi, je fais juste rajouter un scoop de whey, mettons. Fait que j'imagine, de protéines de petit lait. Oui. Fait que j'imagine que il y a des avantages à mettre, justement. J'ai jamais mis de protéines de PVT dans quoi que ce soit d'autre que le tofu que ma blonde a fait, sérieusement. Mais ça, c'est quand même intéressant comme suggestion. Ça, j'avais jamais entendu ça. Puis les blancs d'œufs non plus, j'aurais pas pensé. Puis j'imagine que c'est beaucoup plus nutritif que justement un scoop de whey dans ton yogourt ou dans des affaires. Ouais. Souvent, la différence entre un supplément versus un aliment, c'est que l'aliment, c'est une matrice de plein de nutriments. Tu sais, avec la PVT, on va pas juste aller chercher les protéines. Il va aussi avoir plein d'autres nutriments super intéressants versus un supplément. Souvent, ça va être un nutriment isolé, tu sais, peut-être quelques vitamines, minéraux, mais c'est ça, c'est souvent moins complet là, qu'un aliment. Puis si tu mets, mettons, des blancs d'œufs dans du gruau, ton exemple, ça va changer la texture un peu? C'est genre, tu mets gruau, blanc d'œuf, tu brasses ça, tu sacs ça au micro-ondes, puis tu essaies de Faut que tu mettes du liquide aussi. Okay. Fait que gruau, liquide, blanc d'œuf, tu mélanges, puis tu fais cuire. Puis d'ailleurs, tu sais, si tu veux, je te partagerai, je sais pas si tu as des notes d'épisode, là, mais j'ai des recettes que je peux te partager. Je vais me faire une petite note puis je t'enverrai ça. Ça serait vraiment cool. Ouais, c'est sûr que les gens apprécieraient vraiment beaucoup parce que le monde apprécie bien ça, normalement, des idées. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Peut-être une autre question qui m'amène là-dessus pour les coureurs/coureurs entre elles un petit peu plus. Est-ce que tu vas y aller juste avec les 3 repas principaux comme source de protéines ou tu vas y aller plus en collation ou plus à faire de même, mettons? Parce que j'imagine que ça va devenir un autre challenge aussi, si c'est le cas. C'est encore une fois, c'est variable. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des gens que ça peut être intéressant, oui, d'intégrer d'autres doses de protéines ailleurs dans la journée en fonction du volume d'entraînement, du type d'entraînement, de l'objectif aussi du plan d'entraînement actuellement. Est-ce qu'on est en off-season puis qu'on est dans une période où on travaille notre masse musculaire? Tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais il y a plusieurs facteurs à considérer. Mais oui, ça peut être intéressant de dire j'intègre des collations qui vont contenir des protéines. Ouais. En saison de course, tu dirais-tu que ça peut se faire si le volume est haut? Y a-t-il un certain gap de volume, mettons, que tu penses que ça a de volume, d'intensité ou de distance que ça a de la pertinence de le faire? Oui, mais comme je disais tantôt, là, c'est sûr que si on a un volume quand même assez élevé, que c'est nécessaire d'intégrer des collations, souvent ce que je dis, c'est qu'une collation là, qui est vraiment complète va contenir à la fois glucides et protéines. Donc, de combiner, mettons, un fruit ou un produit céréalier comme une galette maison, un muffin maison, une barre de céréales avec une source de protéines. Fait que là, tu sais, les noix, les graines, tantôt je parlais des produits laitiers, mais c'est une autre source de protéines intéressante pour les collations, boissons de soya aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment de combiner les 2 familles de nutriments dans les collations pour avoir une collation qui est nutritive et complète. OK.
Fait que, première erreur, est-ce qu'il y avait quoi que ce soit d'autre à ajouter sur la famille des protéines ou sur l'erreur des protéines que tu Je estimais? pense qu'on a quand même couvert. On pourrait s'étaler longtemps, là, mais ça, on peut couvrir d'autres sujets. Excellent. Première erreur, la phobie des carbs. C'est vraiment, vraiment Ouais. intéressant que tu ouvres avec ça, sincèrement, parce qu'il y a d'un Mhm, point de vue qu'on pourrait peut-être appeler d'ironique même, potentiellement, mhm, les gens qui bénéficieraient le plus à monter leur carbs sont ceux qui en ont peur, ce qui mhm, est quand même intéressant comme ironie de la vie. Deuxième affaire, gestion des protéines, principalement au déjeuner. Ça, je pense que c'est mhm. vraiment intéressant. L'argument que les protéines les protéines au déjeuner sont plus importantes dans la récupération, ça, je ne savais juste pas. Ça, j'apprécie d'avoir appris ça. Troisième erreur. Y en a-t-il une troisième que tu penses? On peut peut-être commencer à tomber dans le cours en trail. Je C'est sais pas ce que ça. tu en penses. Oui, ouais. Puis tu sais, spécifiquement peut-être au pendant, là, j'ai envie de dire, là. OK. Puis encore là, tu sais, il y en a plein d'erreurs. Entre autres, mettons, si on pense à la consommation de glucides à l'effort ou du moins... En fait, parlons, je pense qu'on peut y aller avec les types de boissons, OK, OK. disponibles sur le marché parce que une erreur que je vois souvent, c'est les gens qui vont mélanger les types de boissons pendant l'effort. Il y a 3 familles de boissons pour OK. sportifs. Première boisson, c'est les boissons d'électrolytes. Fait que ces boissons-là, le nom le dit, ça contient que des électrolytes. Ça ne contiendra pas d'autres nutriments, là. Ensuite de ça, puis je peux peut-être donner des exemples aussi de produits, là, mais Pendant que par le monde exemple, apprécierait, ouais. ouais, les pastilles qu'on dilue dans l'eau de la marque Non ou Noon, on ne sait jamais comment le dire. Je le Euh, prononce pas. J'ose pas le prononcer. Ces affaires-là, ouais. C'est bon. J'apprécie. Je souligne ton courage. C'est bon. Ces pastilles-là, j'en parle souvent, fait que ça me gêne plus, mais c'est ça, Non ou Noon. Les pastilles Exact Nutrition, il y a de la poudre aussi qu'on peut mettre dans l'eau d'électrolytes comme la marque Zénith Nutrition. Fait que ça, c'est tous des produits qui sont équivalents. Ensuite de ça, il y a la famille des boissons de glucides. Ces boissons-là, le nom le dit, ça va contenir des électrolytes et des glucides. Des exemples de produits, ben, le Gatorade régulier va rentrer dans cette famille-là. Sinon, vous connaissez probablement Upica, qui est un produit québécois. Les produits Scratch Lab aussi, ça rentre là-dedans. Il y en a plein, là, mais tenons-nous à ces 3 exemples-là. Puis la dernière famille, c'est les boissons qui vont contenir à la fois des électrolytes, des glucides et des protéines. OK? Puis là, vous connaissez probablement les produits NAC, mais la boisson NAC va faire partie de cette famille de boissons-là. Il faut savoir quand est-ce qu'on utilise ces différentes boissons-là. Parce qu'il y a des gens qui vont mal utiliser les boissons d'électrolytes ou mal utiliser les boissons de protéines. Mettons que je pars de la base des boissons d'électrolytes. Souvent, là, c'est que ça va être un produit qui est intéressant pour les entraînements entre 45 et 90 minutes qu'on a besoin de s'hydrater et de remplacer nos électrolytes. Ça devient encore plus intéressant s'il fait chaud dehors, qu'on sue beaucoup, que c'est humide. Mais sinon, si on va à du au-delà de 90 minutes, ça peut être correct de continuer avec ces boissons-là. Mais il va falloir penser à intégrer d'autres sources de glucides externes parce qu'on se rappelle que notre boisson n'en contient pas. Puis ça, c'est une erreur que je vois parce que le défi avec ces boissons-là, c'est que ça va goûter sucré. Parce que souvent, il va y avoir du stevia à l'intérieur qui goûte sucré, mais qui ne fournit pas de glucides. Fait qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, moi, je consomme des glucides pour mes longs entraînements de 2-3 heures. Là, je prends cette boisson-là d'électrolyte, mais non, ça ne contient pas de glucides. » Puis c'est sûr que ces boissons-là n'ont pas d'impact sur votre niveau d'énergie à l'effort. Maintenant, les boissons de glucides, là, comme je disais tantôt, Gatorade régulier, Upica et compagnie, ces boissons-là, on veut les utiliser justement pour les entraînements de 90 minutes et plus pour aller chercher des glucides à l'effort, remplacer nos électrolytes, s'hydrater en même temps. Puis quand on tombe dans du 3-4 heures et plus, par exemple en course en sentier, là, les boissons qui contiennent des protéines peuvent être intéressantes à ce moment-là. On pourrait aller consommer nos protéines d'une autre façon, mais les boissons peuvent être quand même un bel ajout. Mais c'est ça, tu sais, ces boissons-là, tu sais, les boissons de protéines, je vais voir des gens qui font des intervalles consommer ça, mais ça peut faire des troubles digestifs, c'est pas nécessairement adapté. Fait qu'il faut vraiment comprendre la différence entre ces types de boissons-là puis les prendre au bon moment dans les bons entraînements. Boisson. Puis c'est intéressant ça parce que j'ai l'impression que le monde en train, ou c'est peut-être juste ma clientèle qui roule essentiellement sur le NAC. Là. Ça c'était le NAC. Ça, c'est quand même intéressant aussi. J'ai l'impression que le monde embarque plus souvent sur glucides, protéines.
Puis ton point est intéressant aussi de bien comprendre les différentes affaires, mettons. As-tu des exemples, excuse-moi, pour les boissons d'électrolytes seulement, ou je ne m'en rappelle pas si tu en as donné. Ah oui, c'était les pastilles, c'est good. Oui, OK, parfait. j'ai donné des exemples pour les 3. Tu sais, boissons de protéines, honnêtement, il n'y en a pas tant que ça là, qui existent sur le marché. Bon, ben c'est bien parfait. Merci énormément. Fait qu'au niveau de ça, on a l'utilisation de différentes carbs à l'effort. Puis, dans le fond, est-ce qu'on peut juste rappeler les cut-offs? Fait que les cut-offs, dans le fond, tu dirais en bas d'1h30, boisson d'électrolytes seulement. Entre 1h30 et 4h, carbs et électrolytes, c'est good. Glucides, désolé, déformation de bro gym. Glucides et électrolytes en haut d'1h30, entre 1h30 et 3h, je pense que tu as dit. 1h30, 3-4 heures, oui. Puis plus que 3-4 heures, ça peut être pertinent d'intégrer des. Est-ce que tu fais la même parallèle, mettons, au niveau des marathons, au niveau de ces prep-là pour la consommation de protéines, ou c'est plus spécifique en trail, tu dirais? C'est rare dans un marathon sur route que je vais intégrer des protéines, honnêtement. Okay. Ça aussi, c'est quelque chose que je reçois beaucoup comme question parce qu'il y a beaucoup d'engouement là, présentement vers ces produits-là ou vers les protéines à l'effort parce que avec la montée en popularité de la course en sentier, on dirait qu'on en parle de plus en plus, mais c'est important de faire la différence entre la course sur route versus la course en sentier. Puis une des grandes différences entre ces deux sports-là, puis tu pourras peut-être ajouter là-dessus, là, mais c'est la variation de l'intensité à l'effort, parce qu'en course en sentier, généralement, l'intensité va varier en fonction du terrain. En course sur route, on essaie de maintenir un pace constant tout le long. Fait que, tu sais, honnêtement, même si quelqu'un m'arrive et me dit « Ah, moi, je pense courir mon marathon en 4h30 », je ne vais pas nécessairement intégrer des protéines à ce moment-là. Mm-hmm. Oui, définitivement. Il y a quand même une couple de petites différences aussi, je te dirais. Là, le type. Mais oui, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme point. Puis, as-tu d'autres différences entre la course en trail et la course sur route que tu penses qu'au niveau alimentaire, que ça au niveau nutrition. Oui, puis tu l'as nommé au début, hein, on voit souvent des gens qui arrivent de la course sur route, qui se préparent pour une course en sentier, puis qui tentent un peu de se préparer de la même façon, gérer la nutrition de la même façon. C'est quand même assez fréquent que ces personnes-là vont justement frapper un mur parce que c'est difficile de prendre une stratégie de course sur route en nutrition puis de l'amener en course en sentier à cause, entre autres, de tous les imprévus qu'on peut avoir sur le terrain, la variation du terrain, le dénivelé. Il y a des particularités importantes. La durée aussi. C'est pas vrai qu'un marathon sur route, ça va te prendre le même temps en sentier. Fait que, tu sais, souvent, les gens vont se dire « Ah, ben, tu sais, voilà ma stratégie de nutrition, j'ai besoin de tant de grammes à l'heure de glucides, tant de millilitres de liquide à l'heure, puis ça va me prendre tant de temps. » C'est facile, mais au final, ça prend vraiment plus de temps que ce qui était planifié. Fait que, tu sais, on peut se retrouver à manquer d'hydratation puis de nutriments à ce moment-là. Là. Fait que c'est important de s'adapter puis de comprendre les différences. As-tu tendance à varier les recommandations si c'est sur route ou sur trail en termes de quantité de protéines à l'heure ou comment tu fais ça normalement? Je suis pas sûre de comprendre. Mettons, quelqu'un qui ferait 4 heures course trail, mettons, indépendamment de la distance, tu vas-tu changer, mettons, la recommandation de entre 35 et 60 grammes de carbs à l'heure ou tu vas plus quand même, ça va être plus haut en trail, plus bas sur route, pour aller l'exemple? Oui, puis encore là, ça dépend. C'est pas tant en fonction du type de sport, c'est plus en fonction de la personne. Parce que des gens, tu sais, si on prend l'exemple des glucides à l'effort, tu sais, la recommandation, c'est ça, là, mettons, entre 30 à 60/90 grammes à l'heure, mais c'est pas tout le monde qui va tolérer 60 grammes à l'heure. Généralement, on va commencer par le début, on va en intégrer, on va essayer d'y aller progressivement pour augmenter. Puis, on va faire une stratégie en fonction d'où on est rendu dans les tests puis de la tolérance digestive. Si jamais la personne est capable de tolérer un 60 grammes à l'heure, bien, tant mieux, on va aller vers ça. Mais encore là, c'est vraiment d'avoir une stratégie qui est personnalisée, là, peu importe le type d'effort qu'on fait. Okay. Puis, y a-t-il d'autres différences que tu penses au niveau du trail puis de la route, niveau alimentaire qui serait à souligner? Rapidement, je pense que j'en ai nommé une couple. Pas mal fait le tour. Mm-hmm. En termes de. Moi, il y a peut-être juste une autre question que j'aurais pour toi qui, je pense, aurait quand même la valeur. On a parlé des suppléments, pendant la course. Ça, c'est quand même vraiment, vraiment important. Est-ce que tu penses que. Comment je pourrais te demander ça un peu? Tout ce qui est électrolyte, un petit peu plus, c'est quoi tes recommandations par rapport à ça? Ça va varier? Oui. Électrolyte à l'effort, je l'ai dit, là, aussitôt qu'on tombe dans du 45 à 60 minutes et plus, il faut commencer à penser à remplacer nos électrolytes à l'effort, qui est super important. Puis ça va varier en fonction de la température, comme je disais tantôt, mais aussi des besoins individuels. Il y a des gens qui vont perdre plus d'électrolytes dans leur sueur. L'autre chose, au niveau des électrolytes à l'effort, c'est important de s'adapter en fonction de la quantité de liquide bu. OK.
Ça, c'est intéressant, oui. Oui. Si on boit plus, il faut que notre consommation d'électrolytes suive notre hydratation. OK? Si on boit moins, même chose. Fait qu'on a comme des besoins de base, puis ensuite de ça, on s'adapte en fonction de la quantité de liquide bu à l'effort. Quelque chose que je vois souvent présentement, c'est les gens qui vont boire des électrolytes tout le temps, partout dans la journée. Fait que là, ils se disent, ah, ben, tu sais, j'ai fait un entraînement, mettons, de 60 minutes Ouais, c'est vrai. tantôt. C'est vrai que J'ai ça pas devient remplacé mes fréquent. électrolytes pendant, mais là, je vais prendre mes boissons d'électrolytes dans le jour, mettons. Mais il faut savoir, puis quand on parle des électrolytes, il y en a plein d'électrolytes qu'on perd dans notre sueur, mais le principal, c'est le sodium. Et il faut savoir que tous ces électrolytes-là et le sodium, on en consomme dans les aliments. Donc, il y en a qui sont présents naturellement dans les aliments. Il y a des aliments, entre autres les aliments un peu plus transformés, qui vont contenir du sodium. C'est rare les gens, honnêtement, qui, dans leur quotidien, ne consomment pas suffisamment de sodium. C'est sûr que si tu fais un entraînement d'une heure, peu importe l'intensité, la chaleur, bien généralement, avec ce que tu vas consommer dans ta journée, tu vas être capable d'aller les remplacer, les électrolytes. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin, en plus de ça, de prendre des boissons d'électrolytes. C'est sûr que l'idéal, c'est de les remplacer à l'effort. Tu sais, pendant que tu fais l'activité physique, là, d'y penser puis de te dire, bon, ben, si je pars pour 45 minutes à 90, ben là, je vais apporter ma boisson d'électrolyte et je vais remplacer mes électrolytes à ce moment-là. Mais sinon, il faut garder en tête qu'en dehors des entraînements, généralement, on va en consommer déjà dans les aliments, là. Puis en termes de produits ou en termes de quantité, tu suggères de fonctionner comment? Parce que j'ai bien aimé l'idée que c'est vraiment d'y aller avec l'eau, dans le fond, avec la quantité d'eau bu, mettons. Ouais. Comment tu irais ça, mettons, un exemple typique, générique de quelqu'un Ouais. qui prépare? C'est quoi la distance la plus populaire entre elles? Ça doit être un 15-ish, 10, 15, 20, 30. Mettons 2 heures, 2 heures et demie d'effort, là, quelque chose dans ces eaux-là. Là, comment tu suggérerais de Ben, préparer ça pour une fois? pour ce qui est des électrolytes, honnêtement, la recommandation à l'effort, là, c'est 500 à 700 mg de sodium par litre de liquide bu. OK. OK? Fait que, comme je dis, ça dépend vraiment de la stratégie d'hydratation. Fait qu'une fois qu'on a notre stratégie, puis je commence toujours par ça en consultation, on va déterminer la stratégie d'hydratation. On a plusieurs, tu sais, je vais utiliser plusieurs étapes pour déterminer ça, mais par exemple, les habitudes de consommation du client actuellement, tu sais, qu'est-ce que tu es habitué de boire à l'heure? Si la personne ne sait pas, ben je dis, dans ton prochain entraînement, regarde. Ouais. Comment tu bois à l'heure globalement. Ensuite de ça, il y a un petit calcul théorique que je peux aller faire pour évaluer. C'est pas parfait comme calcul, ça va pas tenir compte de plein de facteurs qui peuvent faire changer en fait le taux d'oxydation. Et on peut aller faire des calculs de taux d'oxydation aussi avec des pesées pré-post-effort. Fait que souvent, je vais utiliser un peu ces trois variables-là pour déterminer notre plan d'hydratation de base qu'on va adapter en fonction de la température à l'événement et compagnie. Là. Chose qu'on fait quand même assez dernière minute avant un événement. Okay. Ensuite de ça, je vais vraiment questionner le client pour savoir il est quel type de sueur. Est-ce que tu perds beaucoup de sodium dans ta sueur? Est-ce que tu as tendance à faire des cernes de sel sur ton front? Est-ce que ta casquette devient blanche? Puis généralement, les gens le savent. Fait que selon... C'est bon, ça. Ouais. Pas ça, c'est bon, ça. Ouais. Il y a des tests qu'on peut faire. Je ne l'utilise pas dans ma pratique, mais il y a des tests qu'on peut faire pour savoir combien de milligrammes de sodium qu'on perd dans notre sueur. Là. Ça existe. Ah ouais, aussi spécifiquement. Juste pour le fun, le test, c'est quoi? Je ne sais pas exactement c'est quoi, là, mais je sais qu'on... Puis tu sais, honnêtement, où est-ce qu'on peut aller pour faire ces tests-là? Je pourrais même pas dire non plus, là, mais je sais que ça existe. Là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui voudrait, par exemple, un coureur élite qui voudrait vraiment avoir des données très précises, c'est possible de le faire. Là. Mais c'est ça, une fois qu'on sait tout ça, là, on a notre plan d'hydratation, on peut calculer les besoins d'électrolytes en fonction de ce plan d'hydratation-là. Puis après, ben, c'est d'aller voir dans ce qu'on consomme, qu'est-ce qui contient des électrolytes? Est-ce que notre boisson qu'on consomme contient des électrolytes? Est-ce que les gels, peu importe, toute la famille de suppléments ou d'aliments qu'on va intégrer à l'effort, qu'est-ce qui en contient, qu'est-ce qui en contient pas? Ouais. C'est vraiment intéressant, dans le fond, parce que ce que tu fais, c'est que tu vas chercher toutes les autres affaires autour pour arriver à ça. Ça, c'est vraiment intéressant, tandis que je pense que ça rentre peut-être dans la deuxième erreur que tu avais dit, où est-ce que le monde reste beaucoup concentré sur les électrolytes qu'ils prennent directement dans leur course sans nécessairement considérer les autres variables autour. Fait que, de ce que je comprends, tu pars avec une quantité d'eau, mettons, ou si dans l'alimentation, tu sais combien la personne a boit, puis après ça, tu ajustes sur comment elle a su la quantité d'eau qu'elle va boire, puis ces affaires-là, puis tu fais une espèce de calcul par rapport à ça. C'est pas mal ça. Okay, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ça, je ne savais pas. Puis l'idée de la sudation, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que
ça peut être un enjeu des fois. Tu as définitivement des variations dans le monde au niveau de la sudation. C'est assez l'enfer, même les différences que tu peux avoir là-dedans, je te dirais. Là. Oui. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. L'autre affaire que tu dirais aussi, as-tu d'autres erreurs ou d'autres fautes que tu dirais que le monde font peut-être plus dans un contexte de course, niveau alimentaire ou niveau général, mettons, en course de gosse? On peut sortir de l'alimentation si tu veux, puis ça peut être plus général aussi au besoin. Ben, en fait, je veux juste revenir parce qu'on a comme, tu sais, passé vite fait sur les glucides à l'effort, là. Mais Ouais. évidemment, ça fait partie d'une erreur que je vois aussi souvent. Ça peut être dans les deux sens, dans le sens qu'il y a des gens qui vont pas consommer assez de glucides à l'effort, des gens qui vont avoir peur d'intégrer des glucides à cause qu'ils ont peur, par exemple, d'avoir mal au ventre, ou là, on se dit, mon Dieu, des glucides simples comme ça, on s'est tellement fait dire que c'était mauvais pour la santé que j'ai peur d'en intégrer à l'effort. Puis il y a les gens de l'autre côté qui vont en intégrer trop, puis qui vont avoir aussi des troubles digestifs. Fait qu'encore une fois, c'est de trouver le juste milieu là-dedans. Notre tolérance est très individuelle, mais sachez que ça se travaille. On peut entraîner notre tube digestif à mieux tolérer les nutriments à l'effort. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Puis pour revenir sur le point de j'ai peur d'intégrer des glucides parce que j'ai peur que ce soit mauvais pour ma santé, que ça fasse trop varier ma glycémie, par exemple, mon taux de sucre dans le sang. Mais il faut savoir qu'à l'effort, on a une capacité vraiment métabolique d'aller utiliser plus de glucides que quand on ne bouge pas. Donc, les recommandations de glucides à l'effort sont en fonction de ça. Fait que, tu sais, le 30 à 90 grammes de glucides à l'heure correspond tout à fait à ça. Faut pas avoir peur, mais faut penser à développer une stratégie qui est vraiment personnalisée, comme je le disais, là. Tu dirais quoi à quelqu'un qui t'arrive et qui te dit, mettons, moi, les gels, ça marche, tu sais, parce que j'imagine un cas type, tu dois en avoir un peu quand même. Du monde qui arrive et qui te dit, genre, moi, les gels, ça marche pas, ça me donne des troubles digestifs, ça passe pas, j'haïs ça marche pas. Ça, c'est quoi ta réponse à ça? Ben, en fait, il faut premièrement comprendre ce qui se passe. Fait que, tu sais, je vais aller voir, bon, mais c'est quoi les produits que tu consommes? C'est quoi la fréquence de consommation à l'effort? Ensuite de ça, est-ce que tu as testé d'autres produits que les gels? Parce que ça peut être vraiment plusieurs choses qui vont expliquer qu'on tolère pas. Ça peut être des problèmes pendant l'entraînement, mais ça peut être des problèmes aussi en dehors. Ça peut être ce qu'on a consommé avant. Si on a des troubles digestifs au quotidien déjà, même en dehors des entraînements, mais ça se peut que ça nous suive à l'entraînement. Fait que, tu sais, sans tout de suite mettre le doigt sur, ben c'est sûr que c'est ce gel-là. On va aller voir. Que le monde pas a tendance à faire, oui, je pense, quand même. Ça là, peut arriver. Tu sais, il y a des gens qui me disent, écoute, Audrey, moi, je me connais, j'ai un type digestif solide, je tolère pas mal tout, j'ai une bonne stratégie, puis c'est vrai, tu sais, à l'évaluation, je le vois. Puis la personne me dit, j'ai pris ce produit-là spécifique à un moment donné, puis j'ai eu la diarrhée du coureur. OK, ça se peut que ce produit-là spécifique ne te fasse pas, mais tu sais, quelqu'un qui m'arrive et qui me dit, les gels, en général, ça ne fonctionne pas, je vais vraiment essayer de comprendre ce qui se passe avant de mettre le doigt sur le problème, c'est les gels. OK. Puis, tu as parlé de d'autres alternatives, mettons que admettons que les gels seraient problématiques ou qu'un type de gel précis serait problématique. Tu as tendance à dire aux gens de se tourner plus vers quoi comme source de glucides à l'effort? Il y a possibilité de faire des gels maison, premièrement, j'ai envie de dire, puis d'ailleurs, je pourrais te partager les recettes aussi. Ouais, mais j'aime pas que tu commences avec ça parce que c'est définitivement quelque chose qui n'est pas considéré. Genre, Ouais. bon, ça, c'est bon, là, moi. Puis, tu sais, il se vend des flasques, là, justement, qu'on peut traîner, apporter nos gels dedans, des flasques réutilisables qu'on peut laver. C'est quand même intéressant. Puis l'avantage de ça, c'est qu'on peut étaler notre stratégie de nutrition dans le sens que on peut prendre des petites tétées par-ci, par-là pendant qu'on court versus un gel qu'on doit ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, là, je sais pas si vous avez déjà essayé d'en prendre juste un peu puis de le ranger pour le reprendre plus tard, mais généralement, ça fonctionne pas bien. Tu te ramasses tout collé. Fait que l'avantage des flasques, c'est ça. Fait qu'il y a possibilité de faire des recettes maison pour mettre dans la flasque. C'est bon, ça aussi. Sinon, il y a d'autres produits pour sportifs. Là, on a parlé tantôt des boissons pour sportifs qui vont contenir des glucides. Souvent, ça nous donne déjà une bonne base dans notre stratégie. Les jujubes aussi. Il y a une belle grande famille de jujubes sur le marché. Ça peut être des jujubes pour sportifs ou des jujubes réguliers. Là, d'ailleurs, les jujubes réguliers contiennent aussi des glucides, c'est intéressant. Généralement, c'est des produits qui sont moins dispendieux. Sinon... Oui. Des fucking fuzzy peaches, là.
Moi, c'est Oui! ma recette, là, c'est ça, un fin Quand tu connaisseur. trouves tu sais, quand tu as des jujubes que tu aimes, qui te rappellent ton enfance, là, ça peut être quand même le fun parce que quand on fait du long ou du très long entre elles, là, des Ben, aliments c'est rassurant. réconfortants, là, Ah ouais. Ah ouais, ça le fait pour vrai, là, c'est ça. Mais ouais. non, moi, je cours que sur les. Ben, pas que, là, mais c'est genre Fuzzy Peaches for the win, là. Genre, Ah il ouais, pèse hein? dans ça. Ah ouais, c'est juste, ça me fait plaisir. Mais Ça me oui! fait plaisir de manger ça, fait que ça, c'est vraiment cool aussi, je te dirais. Ouais. OK. Ouais. Mais vraiment intéressant, l'idée d'amener ces gels, je ne connaissais pas l'avantage. Tu sais, oui, j'ai vu les flasques, mais personnellement, je ne m'en sers pas. Puis Mmh. j'avais pensé à cette intégration-là où est-ce que justement, ça te permet de te faire comme une espèce de protocole différent, slash, ça te permet de t'habituer un petit peu plus. Ça, c'est Mmh. vraiment, vraiment bon comme phénomène. Euh, je pense que moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais dit. Y a-tu quoi que ce soit d'autre que tu voulais qu'on vienne ou qu'on souligne de tout ce qui a été dit de ton bord? On t'avait dit pour 50 minutes, puis je sais que tu as un client dans quelques minutes. Oui! Écoute, on aurait pu, la nutrition, c'est tellement vaste, on aurait pu se parler toute la journée, je pense. Mais les 2, on est occupés. Je pense qu'on a fait un beau tour, on a couvert des sujets super importants. Puis de toute façon, tu sais, si jamais les gens ont des questions, je suis disponible, je suis accessible sur les réseaux sociaux, puis ça va me faire plaisir de répondre. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils ont des questions pour toi? Ouais, sur ma page Instagram, Audrey B. Leclerc, nutritionniste. Sinon, j'ai une page Facebook aussi, si jamais c'est plus simple. J'ai un podcast, comme je l'ai dit au tout début. Mon podcast s'appelle Alimente ton sport. J'aborde vraiment différents sujets en lien avec la nutrition. Pas mal ça. Ça fait le tour. Très nice, ça. Puis tu disais aussi que tu avais une formation gratuite pour les coureurs. Si jamais les gens s'intéressent d'en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent trouver ça, cette Ouais. formation-là? Tu l'as-tu dit ou tu me l'as dit à l'intro? Je suis pas sûr que tu l'as dit Ouais. dans le Je l'ai-tu podcast. dit? Non, je En sais tout cas, plus. anyway, ça pour dire. Tu as aussi une formation que je Oui. recommande d'ailleurs pour tout le monde parce que je pense que Ouais. définitivement, l'aspect connaissance, c'est quelque chose qui est négligé quand même beaucoup. Où est-ce Mhm. que les gens peuvent trouver ça, cette formation-là? On pourra mettre le lien aussi dans les notes. Elle est un peu partout sur mes réseaux sociaux. C'est quand même assez simple de trouver. Cette formation-là, dans le fond, ça s'appelle 4 étapes pour t'aider à atteindre tes objectifs en course. Donc, c'est vraiment comme 4 jours. Tu reçois un vidéo par jour. Le premier est un petit peu plus long, on parle d'1 heure. Les autres sont un petit peu plus courts. Tu écoutes ça quand tu es disponible dans le confort de ton salon. Mais ça t'amène vraiment à améliorer tes connaissances, à réfléchir aussi par rapport à ton alimentation, faire un petit travail d'auto-analyse. Puis, si jamais tu as des questions à la suite aussi, là, je reste disponible par courriel à ce moment-là, étant donné que tu vas avoir accès à mon courriel. Cliquez dans la description, les liens vont être là, les liens de recettes aussi Oui. vont être là, qu'on disait. Fait que si vous avez quelque chose qui a été dit que vous avez envie, on va mettre le lien dans la description ou rediriger vers le site d'Audrey, ça va être là. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps, Audrey, pour être là. C'est super apprécié. J'ai appris beaucoup d'affaires, les protéines, le type de flasque, il y a beaucoup de trucs. Le truc aussi, il y a eu beaucoup d'affaires qui sont vraiment, vraiment intéressantes. J'invite vraiment tout le monde qui pense qu'il pourrait avoir un côté positif à consulter en nutrition d'aller voir Audrey. Je pense qu'il y a beaucoup de monde en course, définitivement, que ça aurait un intérêt de le faire. Si jamais vous avez aimé, merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais vous aimez le podcast, si jamais vous avez aimé le podcast, vous pouvez vous rendre dans la description, le lien des fameux courriels est là. J'envoie tout par courriel, je mets beaucoup, beaucoup d'amour dans les courriels, puis on se reparle très bientôt tout le monde. Ciao, bye!